Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça se passe très très bien pour vous. Bienvenue dans cette 16e conférence des Lumières de l'Association de Lumière française. On est aux 16e conférence quand même après 16 invités, donc 16 conférences et il y aura pas mal d'autres conférences qui vont venir par la suite. Donc ce soir nous allons explorer ensemble un thème à la fois moderne et à la fois essentiel, qui est la santé visuelle et le numérique. Comme vous savez, dans un monde où nos yeux sont sollicités, sont utilisés en permanence par les écrans, les ordinateurs, à travers comme ça des conférences, à travers des tablettes aussi. Dans cette dimension-là, il devient urgent pour nous de comprendre comment protéger notre regard. Et dans cette dimension, l'Association de Lumière française elle s'ouvre aussi pour le développement personnel, bien évidemment, et le développement de la santé. C'est très, très important pour l'Association des Lumières françaises et aussi dans son objectif de promouvoir des valeurs de la liberté, de paix, d'égalité, aussi d'accompagner la jeunesse française dans leurs objectifs personnels et professionnels et servir la société française dans le domaine de l'art, de la culture, mais aussi dans le domaine de la santé. Et dans ce sens-là, il y aura avec nous, bien évidemment, comme vous savez, déjà la santé visuelle n'est pas seulement une question médicale, c'est aussi une question, comme j'ai dit, de bien-être, d'équilibre, de conscience. Et pour nous éclairer à ce sujet qui est passionnant, qui est très intéressant aussi, nous avons la joie d'accueillir une invitée d'exception, une amie et aussi une sympathisante de l'Association de Lumière française qui était toujours avec nous sur pas mal d'activités. Je cite par exemple la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle où on était ensemble à Rabat au Maroc. On a présenté plein de conférences dans ce sens-là. Donc, cette invitée d'exception est Madame Mariam Benrouijel Machichi Idrissi, qui est aussi doctorante en électrophysiologie visuelle et malvoyance et présidente de l'Association africaine d'orthopie, l'AME, qui est l'Africa My Eye. Elle consacre bien évidemment ses travaux à la compréhension fine du fonctionnement visuel et à la prévention des troubles de la vision, notamment dans le contexte numérique sur lequel on va échanger aujourd'hui. Mais surtout, ce qui la distingue, c'est sa double approche scientifique et humaine. Myriam ne se limite pas, bien évidemment, à l'analyse technique de l'œil, qui est son expertise, bien évidemment, elle s'intéresse aussi à la dimension humaine du regard. Et aussi, pourquoi pas, hein, notre fois, on aura un thème sur le développement personnel, c'est comme la lecture rapide. Donc, cette dimension humaine du regard à la façon dont la lumière et l'influence notre équilibre intérieur, notre attention et même nos émotions. Ce soir, elle va nous aider à mieux comprendre les effets du numérique sur notre vision, mais aussi à redécouvrir, pourquoi pas, comment prendre soin de nos yeux. Et parce que, comme vous savez, tout le monde, il oublie que c'est quelque chose de magnifique qu'on doit prendre en soin. Donc, de ce contexte-là, on va peut-être essayer de mieux voir et peut-être mieux vivre aussi à travers cette conférence. Donc, je vous invite donc à accueillir chaleureusement Mariam Benrouijel Machichi Idrissi pour cette conférence qui est la santé visuelle et numérique, que je tiens à remercier vivement et chaleureusement d'être présente avec nous. Du coup, Mariam, je vous donne la parole. Merci, Monsieur Anwar Eid. Merci pour l'Association des Lumières françaises et à tous les collaborateurs qui sont avec vous. Merci pour l'invitation. Et effectivement, Monsieur Anwar est un collaborateur de longue date, effectivement, pour l'intelligence artificielle qu'on a essayé de gérer ensemble avec nos maîtres. En fait, quand on m'a proposé de présenter une conférence, les sujets étaient, il y en avait pas mal. Mais par contre, on s'est dit de commencer par quelque chose que tout le monde vit, quoi que soit sa spécialité, travailler ou ne pas travailler, tout le monde est dans le même contexte. Alors, du coup, j'avais proposé la santé visuelle et l'utilisation du numérique. Donc, voilà, le sujet est un sujet qui est, je vais dire, vaste et en même temps, c'est notre quotidien. Donc, je vais faire un bref, et en même temps, je vais entrer un peu dans les détails de notre profession en même temps. Et bien sûr, je suis ouverte à toutes les questions qui peuvent s'en suivre. On passe, on passe.
Monsieur Anwar? Merci. Alors pourquoi ce sujet? Parce que c'est la question qu'on va se poser. En fin de compte, pourquoi? En fait, ça a commencé juste au moment du confinement. Diapo qui suit. Le moment du confinement, c'était le moment où les orthoptistes, qui est notre profession, ont vu que le nombre de patients euh, après le confinement a augmenté, puisque le confinement était un moment où c'était le télétravail, c'était les Zooms comme ce qu'on fait maintenant, on était un peu dans nos téléphones, on vivait dans les téléphones plutôt que outside, donc on était inside. Et cette situation fait que nos yeux étaient en sollicitation énorme en vision de près et avec la lumière. C'est le sujet et c'est pourquoi on s'est dit que voilà, c'est un sujet qu'il faut vraiment essayer de comprendre d'abord. Diapo qui suit. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train d'infliger à nos yeux? Enfin, ça, c'est un peu caricatural comme image, mais réellement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire avec nos yeux? Et ça, c'est important. Parce que si on n'est pas conscient, après, on a des signes, on a des troubles et on se pose la question, mais pourquoi j'ai ce genre de problème? Diapo qui suit. Alors, puisque le domaine est visuel, je suis énormément dans l'image, dans tout ce qu'on peut voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là, pour ceux qui ont du travail, pour ceux qui passent la nuit à bosser, qui ont des dossiers, qui ont des travaux à faire. Eh ben, c'est une situation que vous avez sûrement vécue. Donc, des fois, éteindre la lumière, être devant un écran, diapo qui suit. Vous avez peut-être aussi vécu ou vous avez des enfants comme ça, ou vous-même vous le faites, vous vous rapprochez de votre téléphone, vous êtes en vision de près, vous êtes devant. Alors là, celle-là, elle m'intéresse énormément parce que des fois, vous êtes en train de travailler sur l'ordinateur et vous avez votre téléphone en même temps, vous essayez de répondre aux messages. Donc, regardez ici. Là, il y a l'œil droit de cette personne qui est en train de voir le message. L'œil gauche est devant l'ordinateur parce qu'il est en train de, je ne sais pas, de remplir un tableau, de lire quelque chose. Donc, du coup, là, on est en train d'infliger une vision très près, une vision sur l'ordinateur. Il y a la lumière aussi. Diapo qui suit. Là encore, nos enfants ou nous-mêmes, des fois, il fait froid, donc on se met sous la couette, on s'inflige des postures bizarres. Et c'est des questions aussi que je pense, je peux poser à mes étudiants ou mes patients. Comment vous faites ou qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Et donc, on peut avoir tout ce type d'opposition. Diapo qui suit. Alors là, c'est ma préférée. Parce que, en fin de compte, quand est-ce que vous déposez votre téléphone à la fin? À quel moment vous déposez votre téléphone et vous laissez vos yeux tranquilles? À quel moment vous les laissez tranquilles? Ben, soyez sûr que c'est au moment où c'est bon, c'est un des yeux qui va se fermer, où c'est bon, vous ne voyez plus rien, ou vous voyez flou. Donc, la lumière, la position, donc tout ça fait que chacun d'entre nous vit quelque chose avec ses yeux ou inflige quelque chose avec ses yeux. Diapo qui suit. Alors, en plus de ce qu'on fait avec nos yeux, nous avons d'autres gadgets ou d'autres stimulations de l'œil. Alors, vous avez les espèces de supports de GSM ou de téléphone que vous rapprochez des portables. Donc, même si tu es dans ton lit, tu as une possibilité d'avoir le téléphone, même si les mains sont fatiguées, eh ben, on inflige encore la possibilité aux yeux de regarder. Il y a aussi les casques maintenant de gaming aussi. Il y a le casque de gaming ou de réalité virtuelle. Et je vais dire cerise sur le gâteau, bah, ces lunettes que vous voyez en bas et à droite, c'est les lunettes intelligentes où vous avez, en plus du fait que vous portez des lunettes, votre écran où il y a des informations très petites sur vos lunettes. Diapo qui suit. Bref, on a compris que à travers ces images, il y a de mauvaises habitudes. Donc, alors, si vous regardez les objets de très près, si vous utilisez les téléphones ou les outils informatiques dans un temps énorme, si vous ne dormez pas assez, vous ne clignez pas des yeux souvent, si vous êtes du genre à travailler beaucoup plus à l'intérieur plutôt que de sortir à l'extérieur,
Si vous avez des activités de longue durée, il n'y a pas un break entre les activités. Si vous ne portez pas vos lunettes, parce que bon, vous êtes fatigué, vous les enlevez pour vous reposer, soi-disant. Et bien sûr, ajoutez là une mauvaise posture du travail sur ordinateur. Eh ben, sachez que vous avez une mauvaise habitude visuelle. Diapo qui suit. Alors, la question, bon, en fin de compte, on sait qu'il y a tout ça, mais combien de temps on utilise notre téléphone par jour? Et là, c'est aussi une question que je dis aux patients et à mes étudiants. Euh, Combien tu utilises ton téléphone? Diapo qui suit. Plusieurs études ont montré, alors là, je parle de la France puisque c'est, non, celle d'avant. Nous avons vraiment, jusqu'en 2023, la dernière étude, qu'il y a un nombre important de personnes qui utilisent avec des durées importantes. Par exemple, maintenant, au Japon, c'est 7 heures, 8 heures par jour d'utilisation pour les jeunes. Diapo qui suit. Il y a aussi l'utilisation et l'âge. Donc, par exemple, pour les jeunes de 15-17 ans ou 15-24 ans, bah, l'utilisation est vraiment plus que 4 heures par jour. Pour les personnes au-delà des 60 ans, l'utilisation est entre 1 heure à 3 heures à peu près. Diapo qui suit. Selon plusieurs études, donc il y a une étude qui a été faite en 2020 où elle dit que l'utilisation des smartphones était à 2,87 milliards de personnes. Et en 2024, on est à 5,6, donc à peu près, on va dire le double de personnes qui utilisent les smartphones. Et une étude pour les Japonais. Et là, j'ai aimé la photo pour vous montrer à quel point on dit repose-toi, mais utilise ton ordinateur ou utilise ton numérique, enfin, ton écran numérique ou ton téléphone. Donc, c'est des jeunes, c'est une étude qui a été faite sur des jeunes lycéens qui utilisent en moyenne 7 heures par jour le téléphone. Alors, ok, donc quels sont les signes fonctionnels? C'est-à-dire quelles sont les conséquences de ces bêtises ou de ces mauvaises habitudes? Alors, c'est la diplopie. Diplopie, c'est-à-dire qu'on commence à voir double. Il y a le flou, il y a l'asténopie, c'est-à-dire une fatigue au niveau des yeux. On sent que les yeux deviennent lourds. On essaie un peu de les estomper comme ça. Larmoiement, donc ça ne s'arrête pas, on dirait une allergie, alors que ce n'est pas une allergie. Les picotements, les démangeaisons, ben, on frotte aussi les yeux. Il y a les maux de tête, les migraines, les vertiges, les problèmes à la lecture, problèmes à l'écran, et des fois, il y a des vomissements aussi. Alors, si vous avez ces signes fonctionnels, bienvenue, vous avez un problème de santé visuelle. Et là, c'est une photo qui montre, donc, si vous travaillez sur ordinateur, je pense qu'Anwar aussi, peut-être, il va se localiser là-dedans, les yeux rouges, les yeux irrités, des migraines, des fatigues. Et quand je parle de fatigue, il y a la fatigue oculaire et il y a la fatigue corporelle aussi. Diapo qui suit. Donc, on se pose la question, mais en fin de compte, pourquoi je souffre? Eh ben, la fatigue, elle se répercute, elle est souvent en fin de journée. Il y a un effort en vision de près. Et puis, nous avons des fonctions importantes oculaires qu'on appelle l'accommodation et la convergence. L'accommodation, donc, notre œil, il a la possibilité de zoomer et de relâcher pour avoir une bonne vision. Et cette fonction permet de voir net là où je vois, avec une convergence. Donc, je souffre parce que je ne suis plus capable d'accommoder ou de converger. Donc, que j'utilise le PC, le portable, les tablettes ou que je joue en gaming pour les jeunes, eh ben, ce sont des signes qui sont permanents. On souffre aussi parce qu'on a une espèce de distance qu'on sollicite souvent. C'est pas le près le très près pour faire des activités et ce n'est pas le très loin, mais c'est ce qu'on appelle la vision intermédiaire, c'est-à-dire entre 50 et euh, je vais dire 1 mètre 50, 2 mètres, un truc comme ça. Cette distance-là, c'est une distance qu'on utilise souvent, mais qu'on ne ressent pas. Pourquoi je souffre aussi? Ben, comme j'ai dit, l'effort de convergence en permanence. Je ne soulage pas mes yeux, je suis toujours en train de fixer quelque chose, de voir un dossier, de répondre à des messages, de lire quelque chose, de regarder quelque chose de précis en permanence. Pourquoi je souffre? Parce que mes muscles vont souffrir de douleur, donc j'ai mal. Quand je bouge mes yeux, j'ai mal.
Quand je regarde en bas, j'ai mal. Quand je positionne mes yeux quelque part. Pourquoi je souffre? Pourquoi un muscle il a une douleur? C'est un développement normal. La diapo qui suit. Parce qu'il y a une circulation qui ne se fait pas correctement. À force de les utiliser et à force de les mal utiliser, si on peut dire ça, mal utiliser les yeux. Diapo qui suit. Bon, on a parlé de douleur. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors, il y a les bonnes habitudes et il y a des choses qu'il faut faire. Donc, avant de parler de toute, comment dirais-je, de toute attitude, il faut d'abord faire des examens. Ça, c'est important. Et il y a là deux types d'examens sur lesquels je vais insister. Il y a un examen ophtalmologique. Donc, si vous voyez que ces signes sont là, pour voir un ophtalmo. Et il y a un examen orthoptique. Parce que, alors, l'ophtalmologiste, il est là. Effectivement, c'est un professionnel de la santé, c'est un médecin qui va essayer de voir d'où vient le problème optique, médical, organique, s'il y a une prise en charge chirurgicale aussi, par laser, etc. Et il y a la partie orthoptique, qui est notre profession. Donc, l'orthoptiste est un professionnel de santé qui s'occupe des troubles de la fonction visuelle, et non pas de l'organe comme organe, mais plutôt de la fonction visuelle. Donc, l'examen ophtalmo, c'est plutôt un test d'acuité visuelle pour voir jusqu'à quel point votre œil il voit. Une réfraction automatique pour voir est-ce que vous avez une baisse de vision, donc est-ce que vous êtes myope, etc. Un fond d'œil pour voir si votre rétine est opérationnelle. Une tension oculaire pour voir si est-ce que ça circule bien dans les yeux. Et quelques explorations à faire ou plus. Bon, j'ai essayé de résumer au maximum les examens ophtalmologiques dans le sens où on parle du sujet de la fatigue visuelle et non pas de l'ophtalmologie de la médecine en général. Pour les examens orthoptiques, nous, on est plutôt dans l'ergonomie visuelle. Alors, ergonomie, ça veut dire que comment, et c'est la question qu'on pose à nos patients, comment vous utilisez vos yeux de manière quotidienne? Qu'est-ce que vous faites avec vos yeux dès que vous vous réveillez? La première question, j'ouvre mes yeux, je regarde mon téléphone, je vois est-ce qu'il y a des messages, je vais me laver les yeux, enfin le visage, etc. Donc, vous essayez de poser la question et à vous-même, vous posez la question et dire qu'est-ce que j'inflige à mes yeux pendant les 24 heures? Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un qui s'occupe bien de ses yeux ou je suis en train de les faire torturer? Donc, est-ce que je travaille sur ordinateur? Comment est ma posture? Est-ce que je m'assois correctement? Ou il y a une position que j'adopte? Comment est la lumière, la durée de travail, etc. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez, vous m'entendez bien? Oui, oui, on vous entend très très bien. Ok. Oui. Non, j'ai vu un message que le son est faible. Non, Alors, non, on vous entend très est-ce que bien. je porte mes lunettes? Est-ce que je suis bien du point de vue confort visuel? Et pour l'examen orthoptique, nous sommes dans la fonction de vos yeux. Comment vous les utilisez? Est-ce que leur fonction est correcte? Comment ils travaillent entre les deux? C'est l'état de la vision binoculaire. Est-ce qu'ils fusionnent correctement les images ou pas? Quelle est la qualité de contraste nécessaire pour vos yeux? Comment vous bougez les yeux, c'est-à-dire l'état de la motricité conjuguée. Donc, quand je déplace mes yeux là où je veux, est-ce que je les déplace correctement, avec la même endurance, avec la même précision? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin pour mon travail ou est-ce que j'ai une performance moindre? Et puis, exploration de la fonction visuelle. Diapo qui suit. Voilà, nous, on va mesurer l'acuité pour savoir est-ce que votre acuité vous permet déjà de bien voir? Est-ce qu'elle vous suffit? Est-ce qu'elle vous suffit en près ou en loin? Donc là, c'est important à connaître. Et on est obligé de vous demander aussi quelle est votre profession, parce que si vous conduisez un camion, c'est pas si vous êtes une secrétaire dans une structure, etc. Diapo qui suit. Ah, là, j'aime beaucoup cette diapo parce que quand il y a un tagine marocain, alors là, on pose la question au patient, est-ce qu'il voit une seule image ou double? C'est la diapo qui suit. Et là, c'est important parce qu'une personne qui voit double, ou c'est différent de flou, c'est-à-dire qu'une image, il en voit deux. En fin de journée, il essaie de comprendre, il ferme ses yeux, il se sent dérangé, il essaie de toucher les yeux, il y a un mal à la tête, ça passe pas, j'ai peut-être pris quelque chose, etc. Donc ça, c'est un examen qui est important pour nous. Diapo qui suit. La vision de contraste. Alors là, la vision de contraste est importante. D'ailleurs, tout le monde l'a sur son téléphone.
ben, on agit sur la lumière. Elle est importante parce que, comme vous voyez, les deux smartphones que vous voyez, le contraste est différent. Donc, quand le contraste est très fin, on demande plus d'efforts aux yeux et du coup, c'est une difficulté de plus aux yeux dont ils n'ont pas besoin. Et donc, nous testons aussi cette vision, cette vision de contraste pour connaître effectivement est-ce qu'il n'y a pas de trouble qui débute. Nous étudions la déviation des axes visuels, c'est-à-dire des fois, à force d'utiliser les yeux, bah, vous avez un œil qui lâche, un œil qui s'élève, et des fois des strabismes qui apparaissent intermittents, c'est-à-dire de temps en temps, en fin de journée. Vous regardez des photos, vous voyez qu'il y a un œil qui a lâché. Donc, quand vous êtes dans cet aspect, bah, il faut consulter aussi l'orthoptiste parce que, effectivement, il va essayer de voir d'où vient le problème et il va essayer de trouver une solution à votre problème. Tout dépend de votre activité journalière et de ce que vous faites faire à vos yeux. Donc, on recherche si un strabisme, est-ce qu'il est apparent ou pas. Donc, nous étudions la motricité conjuguée, c'est-à-dire où est-ce que les yeux bougent. C'est les diapos d'après, en noir. Celle d'après et celle d'après. Donc, la motricité conjuguée, c'est-à-dire qu'on demande au patient de faire bouger ses yeux dans les différentes positions du regard. Et on essaie de voir là où il regarde avec ses yeux, est-ce qu'ils sont toujours en accord. Quand je dis en accord, c'est comme, je n'arrête pas de le dire dans, dans des conférences ou face aux étudiants, c'est-à-dire que là, quand vous faites tourner le volant de votre voiture, il y a les deux pneus qui vont dans le même sens. Eh ben, les yeux, ils sont un peu comme ça. Là où vous tournez les yeux, eh ben, ils vont tous les deux dans le même sens. S'il y a un problème au niveau d'un muscle, eh ben, il y a un œil qui ira dans ce sens et l'autre qui aura une difficulté. Et là, le cerveau ne l'accepte pas et vous aurez des problèmes. Diapo qui suit, donc celle qui suit. Voilà. Alors là, c'est une manière caricaturale pour vous montrer il y a une rééducation orthoptique qu'on peut faire. Et ça, c'est le rôle de l'orthoptiste. Donc, on va essayer d'entraîner ses yeux à mieux se comporter, si on peut dire, ou à leur montrer comment faire. Alors, quelles sont les bonnes habitudes? Puisque le côté rééducation, c'est le côté d'un professionnel qui saura et qui a son protocole. Mais est-ce qu'on a des habitudes qu'on peut, ou un conseil qu'on peut donner à nos enfants, ou à nous-mêmes d'ailleurs, ou des habitudes à avoir? Bien sûr qu'il y en a. Alors, toujours quand vous avez des journées de boulot, de travail, il est conseillé que quand vous commencez, après 1 heure ou 1 heure et demie, voire même 2 heures, essayez d'arrêter votre activité en vision de près et regardez le loin. Donc, s'il y a une fenêtre, essayez d'ouvrir la fenêtre ou de regarder à travers et regardez vraiment très loin. Dormir assez, essayer de cligner les yeux, faire une activité en vision de loin comme un break, c'est entre les visions de près. Faire des interruptions de quelques minutes, portez vos lunettes, oui, et si vous n'êtes pas bien dans vos lunettes, cherchez pourquoi vous ne l'êtes pas. Parce qu'on ne porte pas des lunettes alors qu'on se sent mal dedans. Donc, si c'est une correction qui ne vous arrange pas, essayez de discuter ça avec votre ophtalmologiste. S'il est à 100% convaincu de votre correction qu'elle est valable, essayez de voir avec votre opticien. Si votre opticien est sûr que le centrage des verres est bien fait, etc., essayez de voir aussi votre orthoptiste pour voir est-ce que ces lunettes vont avec votre état optomoteur, parce que ça, c'est important. Parce que des fois, on peut avoir des lunettes qui, peut-être, vont entraîner un problème optomoteur, mais c'est très rare. OK? Alors, avoir une bonne posture aussi, ça, c'est important. Les exercices à faire, fermez les yeux, il n'y a pas mieux. Je vous dis pas de dormir en travaillant, mais alors, si vous fermez 5 minutes les yeux, on travaille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on ferme les yeux, automatiquement, ils vont faire un déplacement vers le haut. Ça, c'est physiologique. C'est comme s'ils dorment. Ils s'élèvent et ils font une petite divergence. C'est ce qu'on appelle une espèce de... Bon, c'est pas le signe de Charles Bell à 100%, mais les yeux s'élèvent et font une divergence. Alors, la divergence, c'est que les yeux ne sont plus en convergence, donc ils se relâchent. Et vous donnez un petit moment. C'est un break pour les yeux. Aussi, essayez de faire une pause. Essayez de regarder à côté, de battre des yeux. L'essentiel, ne restez pas dans la vision de près. La diapo qui suit.
Alors là, essayez au maximum, parce que je vous ai déjà donné cette photo, essayez au maximum d'éviter ça, c'est-à-dire travailler le soir en éteignant la lumière et travailler sur l'ordinateur. Là, c'est comme si vous avez amené un projecteur de stade de foot sur vos rétines. C'est vraiment, c'est une fatigue et une souffrance que vous infligez à vos yeux gratuitement. Donc, la diapo qui suit, plutôt, il est préférable d'être dans de tout ce qui est éclairé. Et puis, dès que vous voyez qu'il y a des maux de tête, etc., essayez d'arrêter l'activité ou au moins de faire une pause. Pour ce que vous voyez, donc, utilisation du téléphone ou des livres ou des tablettes, il y a des distances et chacun a une distance. Essayez de ne pas très rapprocher les yeux, enfin, l'outil de vos yeux. Essayez de choisir la position qui vous soulage du point de vue oculaire et chacun a une distance selon l'âge. Que ce soit la tablette ou donc nous avons une distance qu'on appelle la distance de Harmon, mais on préfère de demander au patient ou à la personne de tenir elle-même tranquillement le téléphone, mais pas trop rapproché. Donc si je rapproche, c'est que je ne vois pas bien. Donc il faut que j'aille consulter. La diapo qui suit, mais bien sûr, il faut se reposer. Alors, quand vous vous reposez et vous dormez, vous laissez le temps à vos muscles. Alors, pour les muscles, c'est vrai que je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que c'est notre domaine dans un sens, mais nous avons 6 muscles oculomoteurs pour chaque œil. 6 ici et 6. Donc, ça fait 12. On a 12 soldats. Et ces soldats font bouger vos yeux là où vous voulez pour vous faire plaisir, comme on dit, pour arriver à un objectif X. Alors laissez-les se reposer. Ils en ont besoin. C'est comme les muscles du corps. Dès que vous fermez les yeux, dès que vous n'avez plus de points sur lequel vous vous concentrez, automatiquement vos muscles se reposent. La diapo, ça j'aime beaucoup cette diapo parce que généralement quand je vois quelqu'un porter les lunettes comme ça, eh ben, je me pose la question, qui est-ce qui regarde? Est-ce que c'est des yeux qui sont dans le front? Ou enfin, bref, euh, les lunettes sont faites pour les utiliser et pas pour être un bandeau ou un décor esthétique. Donc, soit vous les utilisez, soit ils ne servent pas à quelque chose. Enlevez-les, allez consulter. Alors, celle qui suit, c'est toujours les conseils. Donc, quand vous êtes dans une stimulation énorme, fermez les yeux automatiquement un petit moment, fermez les yeux pendant 5 minutes ou regardez à travers une fenêtre pendant 5 minutes quelque chose de très loin. Ne regardez pas un bâtiment proche, mais regardez ce qui est très loin pour relâcher. Parce que quand vous demandez de relâcher de loin, la convergence qui était de près, elle va se soulager complètement. Attention à la mauvaise posture. La mauvaise posture, c'est-à-dire tout simplement, ça c'est un autre domaine. Enfin, j'avais dit à Noir, on pourrait discuter ça dans un autre sujet parce que c'est important. Au fait, quand on parle de posture, on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les yeux? Mais ça a tout à voir. Donc, il y a un impact énorme de la posture sur l'état de santé visuelle. Et il y a un impact de la santé visuelle sur la posture. Et ça, c'est un autre domaine. On passe. Donc là, si vous êtes sur ordinateur, si vous travaillez sur bureau, essayez d'avoir un appui podal, un appui au niveau des pieds. Vous voyez le jeune là, et il est bien assis sur le dossier de son fauteuil. Il a les pieds bien posés sur l'élévateur. Donc ça, c'est la meilleure position pour le corps pour bien utiliser ses yeux. La même chose, la dame qui suit, et là, c'est aussi préconisé. La diapo qui suit, Anouar. Là, c'est les espèces de ballons qu'utilisent nos collègues kinésithérapeutes. Maintenant, c'est effectivement pour garder une bonne ligne de la colonne vertébrale. C'est aussi très bien et utilisable aussi. Et ce que je peux vous proposer, essayez d'éviter tout ce qui inflige comment dirais-je, une souffrance pour les yeux. Donc, une mauvaise position de l'écran, un téléphone trop rapproché. Bon, essayez d'éviter tout ça. Respectez la distance d'utilisation de Harmon, c'est celle-là, la diapo qui suit. Il faut respecter ces distances œil-écran. La diapo qui suit, Anwar.
Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire que chaque personne a une position, a une anatomie, a des besoins, a une ergonomie et doit respecter un peu ses yeux parce qu'il en aura besoin, je pense, juste après. Il faut mieux bien les utiliser. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très, très intéressant. Aussi, c'est intéressant pour nous de connaître ces informations qui sont pas, voilà, il n'y a pas le grand public qui connaît ces informations-là. En tout cas, merci pour cette intervention et cette conférence qui est claire, qui est passionnante, qui est aussi éclairante et qui éclaire pas mal de notions sur l'orthopsie, c'est-à-dire tout ce qui est relation avec les yeux. Ça nous a permis aussi de comprendre les mécanismes de la vision, ces mécanismes-là qu'on voit à l'ère du numérique, comme vous avez expliqué sur les différentes slides, mais aussi l'importance de prendre soin de nos yeux, d'essayer d'être conscient. Il faut comprendre soin à travers les conseils que vous avez dictés au niveau de vos slides. J'invite tout le monde c'est-à-dire à revoir cette conférence-là, à revoir cette présentation. Elle sera très bientôt sur YouTube, donc vous pouvez la revisionner. Et aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où les écrans, ils occupent une place toujours plus grande, plus importante, que ce soit nous pour nos enfants. Donc, il est très important d'avoir conscience à prendre soin de nos yeux. Donc, merci également pour ton approche pédagogique et humaine, aussi pour ton approche scientifique. Et sincèrement, les informations que vous m'avez partagées aujourd'hui nous invitent à changer nos habitudes vis-à-vis de nos yeux et aussi à protéger ce lien qui est si précieux, qui est notre regard. Et nous allons maintenant, bien évidemment, ouvrir un moment d'échange avec Mariam, un espace où vous pouvez poser vos questions, partager aussi une réflexion si vous souhaitez, ou demander tout simplement un éclaircissement sur un point abordé pendant la conférence. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire votre question sur le chat et bien sûr à ouvrir cette session. Voilà, et il faut poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc moi, si vous voulez que je vous la pose à votre place, il n'y a pas de souci, je vais la poser. Donc, bon, comme toujours, moi je vais faire la première question qui est en relation avec la lecture. Peut-être je connais un petit peu la réponse, mais je veux plus d'éclaircissement sur un expert. C'est que des fois, quand on lit, un livre, on le lit pendant 20 minutes. Et après les 20 minutes, on dit qu'on n'est plus intéressé par la lecture. Et des fois, ça nous arrive, et ça parmi les choses, moi, en tant qu'enfant, ou même en tant qu'adulte, que la lecture, elle est très importante. Elle est liée à pratiquement 99% à nos yeux. Et on se fatigue après 20 minutes, après 15 minutes. Après les 20 minutes, on se désintéresse du sujet malgré qu'il est important. Quelle est la relation avec nos yeux, la lecture, voilà, avec nos yeux, et comment faire pour lire plus lentement, même si on est intéressé, euh, avoir des conseils pour lire plus lentement, tout simplement. Voilà, plus lentement, plus longuement. Voilà, longuement, voilà, parce que lentement, Longuement, c'est chaud. lentement, pas lentement. C'est Je pose rapide. la Je veux question, dire ouais. longuement, mais rapidement. Voilà, mais Voilà, voilà. bon, lentement, je pense qu'on est dans l'ère de la rapidité, quoi. C'est Enfin, je ça, c'est comprends la ça. question, effectivement, elle est très claire. En fait, la lecture, c'est un acte effectivement visuel, c'est sûr, mais c'est aussi un acte cognitif. Il ne suffit pas d'utiliser ses yeux devant un livre ou un texte ou un article ou un document, mais c'est plutôt une espèce de, comment dirais-je, d'acte où il y a et le visuel et le cognitif. Notre cerveau était une organisation scientifique très développée qui, à partir de 20 minutes, il y a ce qu'on appelle une perte d'attention qui est tout à fait normale. Et ça, on le voit de plus en plus, même dans les écoles, dans le cadre universitaire. Des fois, vous êtes en réunion, après de 20 minutes, c'est bon, vous ne tenez plus. Et ce n'est pas lié à la lecture comme lecture, mais il est lié à l'attention. Et là, on est d'ailleurs, c'est un des sujets que je t'avais proposé, Anouar, c'est ce qu'on appelle la fonction neurovisuelle.
Euh, neurofonctionnelle, pardon. Effectivement, elle est neurovisuelle, c'est dans le sens où le cerveau, c'est lui qui est là. On est en train de parler du cerveau et non pas que de l'œil. L'œil est un récepteur, il reçoit l'image, c'est envoyé, mais là, le cerveau, est-ce qu'il est toujours là? Ou est-ce que tu penses à tes factures ou à tes problèmes et où le sujet, tu vois que c'est lourd, ça prend du temps? Eh ben, il faut toujours faire des pauses. Changement de méthode. Si c'est un texte ou un livre que tu as envie de lire parce que tu veux arriver à un objectif X ou Y, je pense qu'il faut changer aussi de méthode d'avoir l'information. Des fois, on l'écoute parce qu'il est oral. Et des fois, on utilise les yeux. Des fois, on préfère un schéma, etc. pour que ce soit plus facile, qu'on ne sente pas cette lourdeur. Le cerveau est surstimulé. Il est hyper stimulé par les sons, par les couleurs, par la lumière, par les mouvements. Donc, imaginez combien d'informations le cerveau doit traiter. Et dès que vous arrivez au moment où le cerveau est là en train de lire, et ben, il ressent, c'est comme si l'activité descend. Et on a envie des fois de dormir. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est plutôt, ça dépend du type de lecture que vous faites. Faites des pauses, reprenez, changez de méthode, et puis c'est bon. Super, merci beaucoup, Mariam. Donc, je vais donner la parole à Manallah pour poser sa question. Je vous en prie, Manallah. Merci. Bonsoir tout le monde. Je te remercie vraiment pour cette conférence et pour la qualité de cette conférence, aussi pour toutes ces informations enrichissantes. J'avais deux questions. Le premier, c'est à propos de la lumière LED. Est-ce qu'elle est bonne pour les yeux ou pas? Parce que actuellement, on utilise beaucoup de lumière LED, même dans nos maisons, dans le travail, etc. Et la deuxième, est-ce qu'il faut, par exemple, choisir dans nos maisons, par exemple, une lumière chaude à l'ancienne ou non? Est-ce que c'est les meilleurs pour les yeux ou pas? Et sinon, pour travailler la nuit, est-ce que je vois parfois des gens qui mettent de la lumière rouge comme si ça aide les yeux à se concentrer, un truc comme ça. Voici mes questions et je vous remercie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, la première question, c'était par rapport à la lumière bleue, c'est ça? La lumière LED, parce qu'on utilise beaucoup de lumière LED Ah, la pour les lumière autres. LED, oui. Ouais. Ah, ok. En fait, je répondrai, je donnerai plutôt mon avis personnel parce que c'est un large sujet. Et puis, il y a un aspect aussi commercial là-dedans que je ne saurais euh, le développer. À chaque fois, on nous amène une espèce de lumière qui pourrait aider et soulager. Bon, avant, il y avait la bougie. Maintenant, ça se développe. Ce que je peux vous dire réellement et concrètement, choisissez la lumière qui vous apaise, qui n'irrite pas vos yeux. Pourquoi? Premièrement, vous m'avez dit qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la maison. Ok, est-ce que vous vivez seul ou vous êtes 5 personnes? Chaque personne de votre famille, par exemple, il y a une personne qui a une myopie, l'autre, elle a peut-être une pathologie oculaire et une autre, elle n'a aucun problème. Donc, on peut utiliser une lumière, mais qui pourrait agir différemment sur les différents yeux que vous avez. Vous voyez? Alors, quelle est la meilleure lumière à utiliser pour chaque personne? C'est celle qui ne l'irrite pas. C'est celle qui ne l'oblige pas à se rapprocher d'un écran. C'est celle qui ne l'oblige pas à avoir une position ou fermer un œil où il y a une irritation. C'est ce que je peux vous dire pour être euh, le plus rapproché à l'utilisateur plutôt que de dire il faut une lumière, je vais dire de son luxe, position, je ne sais quoi. Non, pour moi, chaque personne a un degré de tolérance, a une situation fonctionnelle et organique qui est différente d'une personne à l'autre. Donc, essayez de choisir la lumière, parce que si vous portez des lunettes et vous avez une baisse de vision, vous avez besoin de plus de lumière pour mieux voir. Une autre personne n'en a pas besoin. Donc, cet excès de lumière pour vous, euh, qui vous aide, est un excès pour une personne qui va la déranger. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, c'est ça. Voilà, Merci. avec plaisir. Merci, merci Myriam, merci Amanallah. Donc, je passe la parole à Docteur Faher. Merci, vas-y, docteur. J'espère que tu vas bien.
Vas-y, Fahar. Oui, bonsoir. Ouais, Bonsoir. oui, je vais très bien. Alhamdoulilah, ça va mieux. Un grand merci, en tout cas, à Dr. Malem pour cet exposé, pour la clarté, en tout cas, de cet exposé. Certes, c'est difficile parfois de s'adresser à une population hétérogène et pouvoir passer les messages. En tout cas, les messages ont été clairs par rapport à cette relation. Euh, moi, j'avais autre ce remerciement en fait, deux remarques en fait. On a bien entendu en fait les relations qui pourraient être néfastes par rapport à l'exposition. Et, Ayman Allah aussi, il a fait allusion à cette lumière parce que parfois aussi, on le voit bien ici en France, en fait, les gens se cachent derrière. Mais moi, j'ai rajouté deux options sur mes verres, anti-reflet, anti, je sais plus quoi, lumière bleue pour les écrans, tout ça. Et puis après, par rapport aux écrans aussi, donc les tonalités chaudes, on enlève la lumière bleue et tout ce qu'on peut entendre en fait par rapport à cette nocivité. Donc, faire attention parce que tout simplement, en fait, si c'est tout simplement, en fait, l'exposition, donc, en tout cas, les dommages sont exponentiels et sont corrélés, en fait, par rapport à l'exposition. Peu importe, en fait, c'est pas le petit bénéfice, en fait, qui va changer un peu la donne. Et la deuxième chose, en fait, vous l'avez bien dit, en fait, en début de l'exposé, c'est les troubles du sommeil qui peuvent être causés, justement, par rapport à tout ce qui est outils multimédia, notamment la lumière bleue, le blocage de la mélatonine, surtout après 22h30, en fait, cette hormone qui est spontanément sécrétée par notre corps et qui permet de déclencher le sommeil et de réguler notre sommeil. Actuellement en France, il y a plus que 60% en fait de personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Et tout, en tout cas les pharmacies, il suffit d'entrer dans une pharmacie et de voir des expositions des produits qui sont à base de mélatonine. Alors, justement, cette lumière, en fait, elle est capable justement de bloquer et en fait cette sécrétion, du coup, qui va induire un trouble du sommeil, qui va de l'ordre des troubles de l'endormissement. Donc, on a du mal à s'endormir ou on s'endort, mais on se réveille plus tôt et on se réveille très fatigué. Donc voilà, je voulais insister sur ces deux aspects-là, en fait, qui ont été bien élucidés en fait via votre exposé, mais qu'en fait il faut pas se rassurer derrière quelques artifices et qu'il faudrait tout simplement rester vigilant par rapport à ça. Voilà, et encore une fois, merci pour la clarté et la qualité de vos diapositives et de votre exposé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser à Madame Rim. Peut-être moi aussi, je vais poser juste une question d'ordre général. On entend souvent dire que les enfants sont particulièrement, comme vous savez, ils sont vulnérables face aux écrans. Donc, voilà, quelles sont les bonnes pratiques que les parents peuvent-ils mettre en place pour protéger la vision de leur enfant, tout simplement, en toute simplicité? Question très difficile, monsieur Arnold. C'est une question piège parce que entre le dire et le faire, c'est très difficile. En fait, c'est juste avoir des pauses, en fin de compte, parce que ça dépend si c'est une mauvaise habitude qui est déjà installée. C'est vraiment une guerre des parents, mais c'est la pause qui va faire les choses. C'est-à-dire qu'on essaie de poser la question aux parents, est-ce que votre enfant, il sort déjà? À part l'école, est-ce que vous avez des activités à l'extérieur? Dès que les parents disent que oui, ben on sait qu'il y a un moment où ses yeux ont tendance à aller voir loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait du foot? Est-ce qu'il, je sais pas, donc une activité à l'extérieur, ça c'est important. Et puis un timing, c'est-à-dire que bon, à un certain moment, il n'y a plus de numérique, tout simplement. Et ne pas le dire aux enfants et faire le contraire, parce que quand même, on doit être un exemple, parce que si on est déjà accro au téléphone et au gaming et tout ça, bah, faut donner l'exemple quand même. Donc, il y a un moment où il faut arrêter. C'est clair, pour la santé des enfants, je sais que c'est très difficile, mais c'est notre guerre. Donc, chaque moment, chaque année
a une guerre, ben notre guerre, c'est un peu le numérique. C'est notre accompagnant journalier et en même temps, c'est notre ennemi. Donc, il faut savoir comment conduire, accélérer et freiner au bon moment. Les parents sont assez connaisseurs de l'utilisation. Donc, ne pas dire arrête de jouer pour de bon, c'est plus possible maintenant, mais au moins qu'il y ait un certain équilibre, un juste milieu. Et ils le sauront, ça dépend de leur hygiène de vie, si on peut dire. Quand je dis hygiène de vie, c'est-à-dire timing, quand est-ce qu'ils dînent, etc. Donc voilà, et ça dépend. Merci, Myriam. Donc, Faher, je pense que vous avez une question. Vous avez... Allô, docteur Faher? Oui, Vous oui, avez juste un levé la petit main. Ok, ok, juste donc un petit c'est bon. complément de réponse, Vas-y. pardon, Royal. C'était juste pour dire que, en fait, pendant la petite enfance, en fait, il est fortement déconseillé de l'exposer aux écrans complètement, en fait, général. Avant 3 ans, en fait, il est déconseillé d'exposer un enfant à un écran. Ça, en fait, c'est prouvé. On parle de plus en plus, en fait, des 1000 premiers jours et en fait, il peut y avoir, en fait, des images euh, peu importe le support en fait, que ce soit Baby TV ou soi-disant un support qui serait approprié pour l'enfant, il peut y avoir en fait une dissociation en fait chez le bébé qui peut se créer. Au niveau d'une structure qui s'appelle l'hippocampe. Mais en tout cas, c'est de conseiller carrément l'exposition. Et après arrive à partir de 3 ans en fait la fin de la petite enfance et de la grande enfance où en fait on est clair, en fait, on a du mal en fait à donner des chiffres, mais généralement en fait, il faut pas que ça dépasse 1 heure par jour. Et ça va très vite, comme vous le savez bien, 1 heure par jour entre la télé, les jeux, les consoles, tout ce que vous voulez. Donc, tout simplement en fait parce que c'est comme une arborescence en fait, une neuronale au niveau du cerveau, et en fait qui ne va pas pouvoir se faire si on stimule en fait le cerveau d'une façon néfaste et pas appropriée. Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc certes, c'est très 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 dur de plus en plus hein, de nos jours en fait à ne pas justement comme l'a dit Dr. Lamanem, en fait il faut donner l'exemple. Donc c'est-à-dire pas regarder la télé, pas et de passer un peu plus de moments en fait ensemble et de pouvoir discuter, qui va être un peu plus enrichissant. Mais en tout cas, de nos jours, en fait, on voit les effets de plus en plus en fait sur nos enfants, la fatigue. La majorité des profs se plaignent en fait carrément de collégiens qui dorment en fait pendant les cours, carrément en fait les troubles du sommeil. Et après, bien sûr, arrivera les autres aspects que l'on n'a pas abordés, mais que peut-être un autre jour on abordera, l'intelligence artificielle, euh, la façon en fait dont on utilise, surtout chez les adolescents et plus, bien sûr. Donc c'était juste pour insister encore une fois en fait, moins ils ont exposé, mieux c'est, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de il y a pas de bonne utilisation ou mauvaise utilisation. Faites attention en fait pour l'enfant en bas âge, c'est vraiment pas très bien du tout. Voilà, c'était juste un petit éclaircissement, un petit complément de réponse. Merci. Merci, merci, docteur Faher. Merci beaucoup. J'ai une autre question de Amanallah. Oui, j'avais une dernière question, c'est sur est-ce que les carottes améliorent vraiment la vue ou pas? C'est tout. Alors, en fait, les carottes, elles sont riches en rétinal. Et le rétinal, c'est une protéine qu'on a dans ce qu'on appelle l'opsine. L'opsine, c'est une molécule qu'il y a dans nos cellules photoréceptrices, des cellules qui existent au niveau de la rétine. Et depuis longtemps, on nous dit manger les carottes, c'est bien. Oui. Et maintenant, même pour des patients qui ont ce qu'on appelle une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une dégénérescence de la rétine, il y a plusieurs études qu'ont fait des spécialistes de nutrition pour créer des espèces de régimes qui va régénérer un peu cette opsine
et aider la rétine à plus ou moins s'auto-corriger ou s'auto-réguler. Et effectivement, c'est à base de rétinol. Voilà. Mais mangez pas trop parce que vous risquez de devenir brésilien parce que la peau change. Ah, merci. Merci, merci. Avec plaisir. Merci. On a une autre question de Rabia. Oui, bonsoir Madame Mariam. Bonsoir. Oui. En fait, ma question, c'est à propos du soleil. Les rayons de soleil sont-elles bonnes ou mauvaises pour la santé des yeux? Ah, ok. Belle question. En fait, les rayons du soleil, ils sont bons pour tout le corps. C'est l'exposition, en fait, c'est la durée et l'exposition en elle-même qui pourrait changer un peu la, la, la donne, comme on peut dire. Effectivement, on essaie d'éviter de regarder le soleil directement parce que là, c'est comme si on est en train de brûler nos rétines. Porter des lunettes solaires, bon, pourrait diminuer un peu le problème. Sinon, ben, essayer d'éviter de le regarder directement. Et essayez de choisir des lunettes solaires adaptées à votre amétropie, c'est-à-dire à votre déficit optique, parce que chaque déficit optique nécessite un espèce de rayon ou de longueur d'onde. Vous allez voir peut-être des sportifs qui portent des lunettes un peu bleues ou jaunes. Vous allez voir des personnes qui portent des lunettes optiques, je parle des solaires, plutôt solaires, pas optiques, qui portent des lunettes solaires de couleurs différentes. Ça dépend de leur type de rétine et de leur type de déficit. Donc, pour le soleil, ce que je peux vous dire, c'est ne le regardez pas directement. Si vous êtes gêné, utilisez des lunettes solaires de vraies, pas, pas des espèces de pseudo-lunettes solaires. Donc, essayez de voir ce qui est le plus valable dans un magasin d'optique qui, et choisissez ce qui vous arrange et vous permet de ne pas crisper les yeux quand vous sortez. En fait, moi, dans cette conférence, j'essaie de vraiment de vulgariser, de ne pas entrer dans tout ce qui est scientifique, mais vraiment, quand vous portez vos lunettes, vos yeux devraient être à l'aise. Ne fournissez pas d'efforts avec ces lunettes solaires. Si vous voyez qu'il y a un changement complètement de votre comportement visuel ou de votre il y a un vertige qui est là, où il y a vraiment du flou, bah, sachez que vous avez mal choisi les choses. Voilà. Merci. Avec plaisir. Myriam, pour cette présentation. Donc, je pense que la conférence touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre présence et aussi pour la qualité de votre question et pour vos éclaircissements. Et un immense merci à toi, Myriam Bennouri Jelmachi Idrissi, pour cette lumière que tu nous as apportée ce soir à travers ta conférence. Grâce à ta pédagogie, ton expertise, on comprend mieux l'importance de préserver notre santé visuelle, surtout à une époque où le numérique fait partie intégrante, vous savez, de notre quotidien. Donc voilà, cette conférence nous invite à adopter plus de conscience, plus de prévention, plus d'écoute à nos yeux, à notre corps. Et ce sont des ponts vers, voilà, vers le monde, vers les miroirs, vers notre équilibre intérieur. C'est parmi l'organe les plus importants, hein. Et donc, merci encore, Myriam, pour ton engagement Avec aussi, plaisir. pour ta générosité. Et Avec merci à plaisir. vous, chers membres et amis de l'Association des Lumières françaises, pour votre fidélité, pour votre suivi dans notre page Facebook. Pour les personnes qui n'auront pas encore fait un aime ou j'aime sur notre page, merci de liker, de partager, de commenter cette conférence. Il y aura la vidéo, la rediffusion sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, d'ici là, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine conférence qui va se focaliser sur la cyberréflexion, la cybersécurité sur Internet, Internet, à travers l'intelligence artificielle. Notre sécurité devient de plus en plus importante. On aura avec nous Monsieur Amanallah Zoubir, qui est avec nous ce soir, bien évidemment, qui va nous parler sur les essentiels pour la cybersécurité. Donc, merci à tous et je vous donne rendez-vous à très bientôt à la prochaine conférence lundi
toujours à la même heure, à 20 heures, et toujours placé sur le signe de partage et de connaissance de la lumière. Donc, très belle soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée.